Bonsoir et soyez les bienvenus. Il est juriste d'affaires, fiscaliste, manager, financier, stratège et secrétaire général d'une institution bancaire. Yann Ulrich Onimba est l'invité de ce programme. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mano Maner et merci de m'avoir invité. Voilà. Qu'est-ce que cela vous fait d'être invité dans ce programme ? Écoutez, c'est un plaisir. Je suis moi-même un téléspectateur relativement assidu du programme Célébrité. Je suis d'autant plus heureux d'être moi-même reçu ce soir en qualité d'invité. En tout cas, c'est partagé. Alors, qu'avez-vous retenu en suivant les médias ces derniers temps ? Écoutez, je pense qu'il y a une actualité qui s'impose à nous par elle-même. C'est quand même la crise de la Covid-19. Donc cette crise sanitaire qui s'est progressivement muée en une crise économique, financière et sociale dont on a cru qu'elle allait perdurer sur 3, 4, 5 mois, mais que nenni, nous sommes toujours dans cette crise. Donc effectivement, comme n'importe quelle crise, il y a sa cohorte de drames avec des dizaines de milliers de vies perdues, sinon plus. Des difficultés sur le plan économique, on le voit, sur le plan financier, des restrictions à la mobilité, la fermeture des frontières, les mesures quelquefois qui portent un peu, entre guillemets, un peu atteinte à la liberté individuelle, les confinements, reconfinements, etc. Et voilà, donc je pense que c'est cette actualité d'abord. Je pense qu'en Europe, on a d'ailleurs même reconfiné les populations, donc ça montre bien que nous sommes encore dans cette crise, et certainement encore sur une certaine durée. Et ensuite, il y a une actualité africaine. Je pense que tout le monde suit un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec la montée de tensions entre les différents protagonistes, les différents intérêts en jeu. Lorsque l'on connaît la stabilité toute relative encore dans ce pays, effectivement, il y a des motifs d'inquiétude. Je pense que mon souhait, et c'est un souhait qui me semble partagé par tout le monde, c'est que les différents protagonistes sachent raison garder et privilégier l'intérêt général pour éviter que ce pays, qui est un pays quand même phare en zone UEMOA, ne replonge dans les affres du passé. Et ensuite, j'évoquerai aussi le drame qui s'est déroulé en France avec l'assassinat d'un enseignant, Samuel Paty, qui a été décapité par un jeune de 18 ans, radicalisé. Vous vous rendez compte, à 18 ans, donc déjà radicalisé. Donc c'est un drame qui nous interroge tous sur le domaine de la liberté d'expression et puis également sur le phénomène de radicalisation qui n'est pas seulement propre à l'Europe. Nous avons également ce phénomène en Afrique avec les Boko Haram, Ansardi, NACMI, etc. Donc c'est un drame qui nous rappelle que nous devons faire montre d'une certaine vigilance dans notre vie au quotidien. Juriste d'affaires, fiscaliste, manager, financier, stratège et secrétaire général d'une institution bancaire. Alors, quel a été votre parcours pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui ? Écoutez, alors moi j'ai un parcours à la fois vertical et horizontal. Vertical parce que j'ai essentiellement exercé dans le secteur bancaire, horizontal parce qu'effectivement j'ai un parcours assez transversal en ce que j'ai touché quand même à plusieurs disciplines. Alors je commence ma vie professionnelle dans la sphère publique puisque je suis attaché parlementaire auprès de la Commission des affaires administratives et juridiques de l'Assemblée nationale. J'y passe environ un peu plus d'1 an, donc je fais une migration dans le secteur privé, le secteur bancaire plus précisément, la Banque commerciale internationale, donc j'y fais mes classes, juriste de base jusqu'à directeur des affaires juridiques, fiscales et contentieuses. Ensuite, je fais une migration intrasectorielle, je rejoins la filiale congolaise du groupe Société Générale, en qualité de responsable juridique, fiscal, assurance, gouvernance et vie sociale, et ensuite en qualité de secrétaire général, qui est ma fonction actuelle. Alors, sur le plan académique, j'ai une formation initiale de juriste d'entreprise. Ensuite, juriste, j'ai approfondi un peu cette formation de base avec un certificat professionnel de juriste d'entreprise, juriste d'affaires. Ensuite, je me suis intéressé aux questions de fiscalité d'entreprise. J'ai été accompagné dans cette démarche par mon employeur de l'époque qui m'a financé une formation en fiscalité au Cameroun. Ensuite, je me suis intéressé au management. J'ai dû pour cela prendre un congé sabbatique, ce que nous appelons une mise en disponibilité, pour pouvoir le suivre. Donc j'ai passé un Master of Business Administration à l'Académie des sciences du management de Paris.
Ensuite est venue la finance, donc j'ai passé un certificat professionnel en analyse financière et en évaluation d'entreprise à Bordeaux École de Management. Ensuite, j'ai renforcé cette expertise en finance d'entreprise avec un cursus de formation en finance d'entreprise chez HEC Paris, donc l'école des hautes études commerciales de Paris. Et enfin, j'ai fait un cursus de management stratégique, stratégie d'entreprise, toujours chez HEC Paris. Voilà, c'est un exercice qui paraît difficile de parler de soi. Merci de nous partager cela. Alors, vous êtes titulaire, comme vous l'avez dit, d'un MBA en management général, juriste d'affaires, fiscaliste, financier, stratège, formateur Lab FT. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Donc, formateur Lab FT. Voilà, alors pourquoi avoir décidé d'étudier toutes ces branches? Écoutez, je n'ai pas décidé comme ça d'un coup d'étudier toutes ces branches. Les choses se sont mises en place un peu par incrément. Vous êtes dans une discipline, vous vous intéressez à une autre discipline, ensuite vient une autre discipline. Donc les choses se sont mises en place un peu au fil de l'eau. Voilà, je suis d'un naturel curieux. Donc c'était pas calculé? Non, absolument. Donc non, pas calculé, mais il y avait quand même cette volonté de bien faire et d'aller quand même le plus loin possible. Donc ça, c'était quand même évident. Mais il y a à ça de l'ambition quand même. Bien entendu, je pense que lorsque vous vous inscrivez dans une démarche d'excellence, effectivement, vous avez quand même l'ambition de bien faire, d'avoir un vrai background, de faire d'excellentes études. Alors, Yann Onimba, est-ce que toutes ces qualifications et connaissances ont-elles un lien avec votre métier actuel? Absolument. La banque, c'est un creuset de métiers. Donc, dans la banque, vous avez plusieurs métiers. Vous avez des analystes financiers, vous avez des marketeurs, des commerciaux, vous avez des experts RH, vous avez des spécialistes d'opération. Donc, la banque, c'est un creuset de métiers. Et effectivement, toutes ces connaissances me sont utiles dans mon activité professionnelle quotidienne. Non seulement cela, mais la banque, c'est aussi un point d'observation extrêmement intéressant de notre vie économique, puisque une banque a structurellement des clients qui évoluent dans plusieurs secteurs, que ce soit du pétrolier, du minier, que ce soit de la profession libérale, du négoce, etc. Donc ça vous donne quand même un environnement dans lequel, autant plus vous avez des connaissances, et mieux vous êtes tout à fait à l'aise dans cet environnement. Donc, effectivement, ces connaissances me sont tout à fait utiles. Alors, pour revenir un peu à vos qualifications, tout à l'heure, on a défini le MBA. Déjà, c'est quoi? Alors, le MBA, si on veut le traduire littéralement en français, c'est une maîtrise en administration des affaires. Donc, le MBA, Master of Business Administration, c'est un programme de formation en management. C'est un programme diplômant de formation en management. Donc, le MBA, historiquement, le MBA a été créé pour permettre à des cadres experts, des ingénieurs, des techniciens, de pouvoir accéder à des fonctions de direction, parce qu'on s'est rendu compte que cette population-là, dans les organisations, ne pouvait pas accéder aux fonctions de commandement parce qu'il leur manquait des rudiments du management. Donc le MBA a été conçu dans cet esprit. C'est une compilation. C'est créé aux États-Unis Aux États-Unis, effectivement, à Harvard Business School. Donc c'est une compilation des disciplines des sciences de gestion. Donc, dans une formation typique d'MBA, vous avez de l'économie, du droit, de la finance, de la gestion du capital humain. Vous avez fait votre formation en France? Effectivement, l'Académie des sciences du management de Paris. Et il y a encore un sigle, ICCF. Alors, l'ICCF, c'est un programme... En anglais, déjà, c'est quoi? L'International Certificate in Corporate Finance. Donc, c'est le certificat européen de référence en finance d'entreprise, donc qui est proposé par HEC Paris. Donc, c'est une formation en finance d'entreprise, analyse financière, évaluation d'entreprise, choix d'investissement et de financement. Et formateur Lab FT. Oui, l'ABFT, c'est la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme, qui est une exigence réglementaire. Donc les banques sont ce qu'on appelle les établissements assujettis. Donc ils sont astreints au respect d'un certain nombre d'obligations. C'est ouvert à tout le monde? Oui, surtout tout à fait, bien entendu. Services de police. Oui, j'imagine très bien que dans les services de police, également, il y a des experts en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme. Comment vous appelez ça déjà? L'ABFT, c'est le sigle. Voilà, tout à fait. J'avais du mal à prononcer cela. Alors, tous ces diplômes, toutes ces qualifications, on a envie de vous demander qu'est-ce qui vous fait courir?
Écoutez, ce qui fait courir, je pense qu'il y a quand même une dimension terre à terre. Il faut bien vivre. Voilà, donc il faut développer son employabilité, il faut avoir quelque chose à mettre sur la table, parce qu'en réalité, le contrat de travail, c'est la vente de services intellectuels ou manuels. Donc il y a cette dimension terre à terre, mais il y a également une dimension immatérielle. C'est aussi la satisfaction d'avoir un bon background, d'avoir fait d'excellentes études. C'est un tout petit peu comme la pyramide de Maslow. À la base, vous avez les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, et tout au sommet, les besoins de reconnaissance et d'affirmation de soi. Et pour vous, quel est l'idéal à atteindre? Y a-t-il un idéal à atteindre? Écoutez, je pense que l'idéal à atteindre dans tous les métiers, dans tous les secteurs, il n'y a pas de meilleur idéal que celui de servir efficacement, avec efficience et pertinence. Je pense que c'est l'idéal recherché par tous les professionnels. J'imagine qu'avec toutes ces qualifications, vous avez des modèles? Oui, les modèles, on en a, ça ne peut pas manquer. Alors moi, j'ai une sympathie toute particulière, une fibre pour les redresseurs d'organisations ou d'entreprises. Ceux qui reprennent les organisations ou les entreprises en difficulté et leur redonnent une nouvelle vie. Alors, je peux citer comme ça, par exemple, Carlos Ghosn. Le fugitif. Si on veut. Voilà donc l'ancien PDG de l'Alliance, voilà, Renault-Nissan, qui est un redresseur d'entreprise qui a pris Nissan à la fin des années 90, qui était complètement au bord du dépôt de bilan, qui l'a transformé et qui en a refait un fleuron de l'industrie automobile. Donc typiquement, c'est ce type de figure, effectivement, qui m'intéresse. Parmi tant d'autres, évidemment. Donc vous en avez d'autres? Ah oui, évidemment, on n'a pas seulement un modèle, on peut avoir plusieurs modèles. Et au Congo, j'imagine que personne? Ah non, il y a des modèles, il y a des personnalités tout à fait admirables qui font un travail de qualité. Nous avons effectivement de nombreux modèles, également au Congo. D'accord, alors dans ce métier, que recherchez-vous? Est-ce que vous recherchez la gloire, la reconnaissance, l'argent ou autre chose? Non, je ne pense pas que l'on puisse rechercher particulièrement l'argent, la gloire ou la reconnaissance peut-être, mais l'argent et la gloire, non, je ne pense pas. Je pense que tout professionnel recherche d'abord que son environnement soit satisfait. Lorsque vos collègues sont satisfaits de vous, lorsque votre hiérarchie est satisfaite de vos prestations, lorsque vos clients sont satisfaits de vos interventions, de votre niveau d'intervention, effectivement, je pense que c'est la meilleure reconnaissance qui soit. Alors pour l'Africain lambda ou les téléspectateurs lambda, quand ils entendent les milieux de finance, ça a trait à l'argent. Qui dit finance, qui dit économie, qui dit banque, c'est de l'argent. Alors on a envie de vous demander, que représente l'argent pour vous? Écoutez, l'argent pour moi c'est un instrument, c'est un outil. L'argent c'est un instrument, c'est un outil, et sa définition nous le rappelle, puisque la monnaie, c'est l'intermédiaire entre les échanges. Dans les échanges, c'est une réserve de valeur, c'est cela. Donc l'argent, pour moi, c'est un instrument. C'est pourquoi justement qu'il faut avoir une pondération vis-à-vis de l'argent, une modération, pour ne pas en faire un maître. Comme le dit le vieux dicton, l'argent, c'est un bon serviteur et un mauvais maître. Avec un tel profil si riche, vous êtes aussi jeune, vous pouvez vous exporter. Pourquoi vous aviez choisi de rester au Congo? Écoutez, moi, dans l'absolu, je ne suis pas opposé aux parcours extra-nationaux, d'enrichir son expérience avec, sous d'autres cieux, sous d'autres juridictions. Mais quelque part, vous avez quand même une fibre nationale. Vous avez, alors moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai mes connivences ici, j'ai mes repères, j'ai ma parenté ici. Donc à un certain moment, écoutez, vous êtes bien chez vous, et lorsque vous avez des possibilités de vous développer chez vous, je trouve que c'est très bien aussi de rester chez soi. Ce qui n'est pas, ce qui ne contredit pas des expériences étrangères. Effectivement, ça peut enrichir, mais il faut savoir balancer entre les deux. Est-ce que l'idée de rester ou de vous exporter ne vous a pas effleuré? Écoutez, oui, puisque j'ai reçu quelques offres en ce sens-là. Bon, je suis dans un groupe quand même qui a une dimension quand même internationale. Effectivement, il y a
il y a des vacances, il y a des opportunités qui peuvent se présenter, mais bon, à un certain moment, lorsqu'on essaie de mettre les choses un peu sur la balance, on se dit, ben, c'est peut-être mieux que je reste chez moi pour l'instant. Alors, dans notre présentation, on vous a présenté comme secrétaire général d'une institution bancaire. Alors, comment devient-on secrétaire général d'une banque? Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle à cela. Il n'y a pas une méthode particulière pour devenir secrétaire général d'une institution bancaire ou même d'une organisation classique ou une entreprise commerciale classique. Je pense que c'est une fonction qui est ouverte à tous les profils. On peut être informaticien, commercial, RH, gestionnaire de capital humain. On peut accéder à la fonction. Mais il me semble quand même qu'il y a des prérequis quand même pour accéder à ce type de fonction qui reste quand même une fonction de comité de direction. Donc je pense qu'il y a l'expertise, il faut avoir apporté la démonstration de sa compétence, il y a aussi l'expérience, il y a également le talent humain, puisque c'est des fonctions qui font appel à beaucoup de négociations, à un sens de l'arbitrage, à de la représentation, etc. Donc je pense que lorsque ces prérequis sont remplis, on peut effectivement accéder à ce type de fonction. Alors, en quoi consistent vos fonctions? Écoutez, la fonction de secrétaire général, bon, déjà, ce n'est pas une fonction systématique qui existe dans toutes les organisations. Il y a des banques qui ont la fonction secrétariat général, d'autres qui ne l'ont pas. Alors, le secrétariat général, c'est un rôle, c'est une mission, c'est une fonction dans laquelle on retrouve un certain nombre de missions classiques. Mais ce qui, à mon sens, fait la spécificité de cette fonction, c'est la dimension gouvernement d'entreprise et vie sociale. C'est-à-dire, c'est le suivi des réunions institutionnelles de la banque, donc de l'entreprise, les conseils d'administration, les assemblées générales d'actionnaires, les opérations de capital, le suivi des textes sociaux, les statuts, les pactes d'actionnaires, etc., les relations direction générale, conseil d'administration, les actionnaires, etc. Donc ça me semble caractériser la fonction de secrétaire général. Sans vous couper, est-ce que cela existe dans toutes les banques? Non, il y a des banques qui ont la fonction de secrétaire général, d'autres qui ne l'ont pas. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une fonction systématique. Même dans certaines entreprises, cette fonction existe, dans d'autres, et donc les rôles dépendent de l'institution. Ça dépend de l'architecture organisationnelle et de votre stratégie. Et chez vous, dans l'organigramme, vous occupez quel rang? Écoutez, vous avez le directeur général, vous avez un directeur général adjoint, vous avez un secrétaire général, vous avez des directions. Voilà, et donc ce sont l'ensemble de ces directions qui constituent le comité de direction. Et chacun reste dans... Évidemment, bien entendu. Il n'y a pas... non, il y a des synergies. Fatalement, il y a des synergies. Donc, toutes ces fonctions travaillent en symbiose, en harmonie. Voilà, alors la banque occupe une place importante dans la vie économique d'un pays, mais ça reste une activité technique et peu connue. En quoi consiste l'activité d'une banque? C'est quoi le rôle d'une banque? Écoutez, la banque, c'est une activité à la fois simple et relativement complexe. La banque, c'est la collecte de l'épargne du public. Donc c'est toute l'activité d'ouverture de compte. Vous avez la distribution du crédit qui constitue l'autre pilier de l'activité bancaire. C'est le cœur du nucléaire d'une banque, puisque la banque gagne une grande partie de son revenu en distribuant du crédit. Et ensuite, vous avez la mise à disposition des moyens de paiement. Donc, c'est toute l'activité sur les cartes monétiques, les virements nationaux, internationaux, les chèques. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc, la banque, c'est aussi de la finance structurée, le financement des grands projets structurants, les infrastructures. C'est aussi du conseil. Ce n'est pas pour rien que nos chargés de compte sont appelés conseillers clientèle. C'est aussi des opérations de soutien au commerce international, crédit documentaire, remise documentaire, les garanties internationales, les garanties autonomes, etc. Donc la banque, c'est vraiment un cocktail de métiers et un cocktail de services. Avec tout ce que vous aviez comme profil, et j'imagine que c'est beaucoup d'argent, que répondez-vous à ceux qui
ceux qui disent ou ceux qui pensent que les banquiers ont des grosses rémunérations, c'est beaucoup d'argent, un gros salaire. Non, c'est une idée reçue. Hein. Si les banquiers étaient superbement rémunérés, je suis dans le secteur, je le saurais. Non, c'est une idée reçue. C'est une idée reçue, et là, ce qui est très coriace dans la psyché collective, le public, les gens s'imaginent effectivement que lorsque vous travaillez dans une institution financière, vous avez une rémunération mirobolante. Non, le secteur bancaire paye bien son personnel, mais on est très loin de l'idée que les gens se font. Donc c'est des idées reçues. Non, c'est des idées reçues. Je vous donnerai par exemple un exemple. Le secteur de la téléphonie mobile offre des conditions de rémunération à travers sa convention collective qui sont beaucoup plus intéressantes que ce que la banque peut proposer. Ah bon? Pour une explication simple, parce que le niveau de rémunération est corrélé aussi au niveau de rentabilité du secteur. Hein? On n'a pas le même niveau de rotation de l'actif économique. Lorsque vous mettez en place un financement correct qui se rembourse très bien, c'est plus difficile que vendre, par exemple, du crédit téléphonique ou des données Internet. Voilà, donc la banque, le secteur bancaire, fait ce qu'elle peut pour rémunérer correctement son personnel. Alors, d'aucuns se poseront la question, qu'est-ce qui vous motive alors? Ou qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier de banque, des finances? Écoutez, le métier de la banque, c'est un métier de service. Hein. La banque, c'est servir, c'est écouter, c'est être aux côtés de ses clients, être au service de l'économie, puisque la banque, vous parliez tout à l'heure du rôle de la banque, le rôle de la banque, c'est de soutenir l'économie, de financer l'économie, d'apporter de la liquidité aux porteurs de projets, aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise pour qu'ils réalisent leurs projets, pour qu'ils créent de la richesse. Donc le rôle de la banque, c'est créer de la valeur, créer de la richesse, et je pense que c'est tout à fait gratifiant d'évoluer dans un secteur comme celui-là. Voilà, alors, c'est quoi le plus difficile dans ce métier? Alors, le plus difficile dans le métier de banquier, à mon sens, c'est parce que le métier de banquier, l'industrie bancaire est un secteur extrêmement régulé. Hein, vous avez une réglementation extrêmement dense, stricte, que nous devons observer au quotidien dans nos opérations, dans nos transactions. Alors, ce qui me semble le plus difficile, c'est dans ce contexte extrêmement contraint, de rechercher et de trouver de la rentabilité. C'est ce qui me semble le plus difficile dans le secteur bancaire. Pour illustrer un peu mon propos, il y a quelques années, on a supprimé les frais de tenue de compte. Hein. Lorsque vous ouvrez un compte par le passé, la banque vous prélevait les frais de tenue de compte. Ces frais ont été supprimés pour des raisons évidentes, puisqu'il faut encourager l'inclusion financière, la bancarisation. Vous voyez, donc c'est une coupe dans les revenus des banques. Mais les banques doivent, au-delà de cette coupe, donc de cette difficulté, se réinventer pour continuer à rechercher et à trouver de la rentabilité pour se développer et continuer de croître. Ce secteur est-il autant exposé à la fraude? C'est récurrent. À chaque fois, il ne passe pas des jours qu'on entende il y a eu fraude ici et là. Écoutez, la fraude, je pense que c'est un phénomène universel. Hein. Il n'existe aucun secteur, aucune industrie qui soit immunisée face au risque de fraude. Donc le risque de fraude existe partout. Bon, c'est vrai que c'est assez particulier pour le secteur bancaire, puisque il vous est un peu plus facile de détourner de la monnaie scripturale sur un compte que, par exemple, de détourner un tracteur dans une exploitation agricole. Donc il y a cette spécificité. Donc la fraude, effectivement, elle existe. Mais les banques ne restent pas les bras croisés face au risque de fraude. Nous avons des dispositifs de contrôle interne qui nous permettent de réduire ce risque, de le mitiger. Nous avons des logiciels intelligents qui sont capables de suivre les habitudes de nos clients et de remonter des alertes chaque fois qu'il y a des opérations qui sortent un peu de ce cadre. Nous avons des contrôleurs, nous avons des services d'audit interne, nous avons la supervision de la commission bancaire qui est là, nous avons aussi l'autorité monétaire, le ministère des Finances et du Budget qui s'assure que le système bancaire fonctionne correctement. Nous avons aussi des mécanismes additionnels de mitigation du risque de fraude avec les assurances de responsabilité, les assurances de couverture du risque de fraude. Donc nous sommes armés
le secteur bancaire est tout à fait outillé pour réduire au maximum le risque de fraude. Mais d'où viennent ces fraudes alors? Écoutez, je pense que la crise de la Covid-19 apporte la meilleure démonstration qu'on ne peut pas tout prévoir. Vous avez beau prendre... Risque zéro. Non, le risque zéro n'existe pas. Donc vous avez beau prendre des précautions, il y a des impondérables, il y a des choses qui risquent quand même d'arriver. Mais nous ne sommes pas désarmés et lorsque ces Donc vous êtes protégés. Évidemment, nous sommes protégés. Et c'est marginal. Il faut avoir à l'esprit que la fraude, ce n'est pas le principe. Dans l'industrie bancaire, c'est extrêmement marginal et c'est rare. Alors, tout à l'heure, vous aviez évoqué le rôle de la banque, accompagner, créer la richesse, octroyer les crédits, que vous avez utilisé même un terme où j'ai entendu nucléaire. C'est le cœur du nucléaire de notre activité. Ah, voilà. Alors, mais il est souvent reproché aux banques leur rigidité dans la distribution des crédits. Et on dit qu'elles ne donnent pas suffisamment de crédit et puis la banque ne finance pas suffisamment l'économie et en particulier les startups. Non, je ne partage pas cette opinion. Je pense que la banque... Vous l'entendez au moins? Oui, je l'entends. C'est une critique récurrente qui est un peu formée à l'encontre des banques. Non. Ce qu'il faut savoir, et mon opinion là-dessus, c'est que la banque est structurellement conçue pour apporter des financements. Si on ne finance pas, on ne gagnera pas notre vie, puisque la banque forme son revenu à travers l'activité de financement. Mais le problème qui se pose, à mon avis, c'est sur la catégorie, le segment des clientèles des PME, PMI, TPE, donc les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, parce que dans ce segment de clientèle, quelquefois les gens prennent un peu quelques libertés avec leur comptabilité, avec l'information financière et comptable. Parce que lorsque vous demandez un financement auprès d'une institution bancaire, on va vous demander vos états financiers de synthèse pour comprendre quelle est l'évolution de votre chiffre d'affaires, comment se comportent vos charges d'exploitation, quelle est votre stratégie, quelles sont les personnes qui dirigent l'entreprise. Mais ce que l'on remarque, c'est que les entreprises ne tiennent pas correctement leur comptabilité. Et ça pose des problèmes lorsqu'il va falloir faire une analyse financière de votre entreprise. Donc, je pense que ce sujet est en train d'être bien compris et que les entrepreneurs, les porteurs de projets, les chefs d'entreprise ont bien compris ce message. Donc, il faut se montrer extrêmement rigoureux dans la tenue de la comptabilité, dans la production de l'information financière et comptable dès le départ. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que la banque n'appartient qu'aux riches? Ah non, absolument pas. Ne peut que être sociétaire, celui qui a l'argent. Non, je ne pense pas que la banque soit une affaire de riches. Déjà, l'ouverture d'un compte est gratuite. Voilà, donc... ça, c'est dans... Non, l'ouverture d'un compte est gratuite, vous ne payez rien lorsque vous ouvrez un compte. Je pense que c'est une idée reçue. C'est lorsque, les gens peuvent effectivement s'imaginer, bon, si je vais à la banque, on va peut-être me demander, je ne sais pas, beaucoup d'argent. Non, la banque, c'est un service public. Donc, les banquiers sont là pour servir. On peut être un petit commerçant du quartier et avoir son compte bancaire et bénéficier des services bancaires. Donc, ce n'est pas l'apanage des riches ou l'exclusivité des personnes nantis. Non, la banque, c'est un service public et tout le monde a droit aux services bancaires. Parfois, pour retirer son argent, ça devient des caprices. Ah non, c'est le droit le plus absolu. Des va-et-vient. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est des dépôts à vue. Lorsque vous venez... Vous les savez facilement, mais pour sortir, c'est... non, c'est des montagnes de papier. Non, absolument pas. Non. Vous présentez, et d'ailleurs, aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin de vous présenter, vous avez votre carte, vous vous rendez à un guichet et vous faites votre opération. Limité. Bon, écoutez, il y a aussi des contraintes réglementaires. Voilà, on doit nous soumettre aussi à la volonté de notre législateur. Voilà, alors récemment, un groupe, un groupement de banques appelé Club de Brazza, le Club de Brazzaville, a été mis sur pied pour financer une partie de la dette privée intérieure.
Quel est l'avis de Yann Ulrich Onimba? Écoutez, je pense que l'ensemble de la corporation suit cette actualité avec la plus grande attention. Je pense que c'est une excellente initiative. Notre secteur privé a besoin d'un bol d'oxygène. Il faut injecter de la liquidité dans l'économie, donc c'est une excellente nouvelle. Donc nous en attendons le plus grand bien et espérons que tout cela va se mettre en place très rapidement, et ce serait une excellente nouvelle aussi pour le secteur privé, donc pour nos clients. Alors, le paysage bancaire congolais compte une dizaine de banques. C'est pas trop pour un petit pays, ou disons un pays comme le Congo? Non, je ne pense pas qu'une dizaine de banques, on soit dans un contexte où il y a trop de banques. Non, je pense que les besoins en financement de notre économie sont importants, sont considérables. Et donc, en cela, on a besoin de beaucoup d'acteurs. Hein. Pas seulement des banques, mais même des sociétés de capital risque, même un peu de dynamisme. Vous offrez presque les mêmes services? Pas tout à fait, pas tout à fait, mais effectivement les banques, nous sommes en première ligne dans l'œuvre de financement de l'économie. Donc nous sommes dans une économie bancaire, hein. Même en France, le gros des financements sont apportés par le secteur bancaire. Mais 10 banques, je pense qu'aucune banque n'est de trop. Hein. Toutes les banques, chacune à sa place. Et même s'il arrivait qu'il y ait une surchauffe dans le secteur, c'est-à-dire que l'on considère qu'il y a trop de banques, nous sommes dans une économie libérale, le marché va s'auto-réguler. Hein, donc on va assister peut-être à des disparitions de banques, à des rachats d'une banque par une autre, à des mouvements de concentration et même à davantage de fragmentation s'il y a des nouveaux acteurs qui décident d'entrer dans le secteur, hein, pour peu de respecter la réglementation bancaire. Je rappelle que pour faire de la banque, il faut apporter une mise initiale de 10 milliards de francs CFA. Donc, quiconque remplit les critères prévus par la réglementation en vigueur peut parfaitement investir dans la banque. Le marché, de toute façon, va s'auto-réguler. L'apparition de nouveaux acteurs du genre FinTech dans le secteur de finance ne constitue-t-elle pas une menace pour le secteur bancaire ? Avec les nouveaux acteurs qui arrivent, les FinTech? Non, je ne pense pas. Je pense que par nouveaux acteurs, vous entendez le mobile money ou les acteurs banques digitales. Voilà, les banques digitales, banques en ligne, les transferts, etc. Voilà. Non, je ne pense pas que cela constitue une menace pour le secteur bancaire. Il faut savoir que la banque existe depuis des centaines d'années. Donc c'est quand même un modèle économique qui est solide, qui a fait ses preuves, et qui est là et qui est encore là pour très longtemps. Et les banques se sont montrées extrêmement réceptives, hein, face à l'apparition, l'émergence de ces nouveaux acteurs. Nous avons accepté ce mouvement, nous sommes nous-mêmes dans ce mouvement, parce que les banques proposent aussi un certain nombre de services proposés par ailleurs par ces nouveaux acteurs. Je vous prends l'exemple du groupe Société Générale qui a créé une filiale en Afrique, YUP, qui exploite l'activité de mobile money. Vous voyez, donc les banques ont absorbé ce mouvement, l'ont accepté, et il faut bien qu'il y ait aussi d'autres acteurs, parce que l'inclusion financière, c'est pas seulement l'affaire des banques. Donc nous avons besoin de ces offres alternatives, donc, qui, à mon sens, sont des offres complémentaires à l'offre bancaire classique. Voilà, il est de plus en plus question de diversification de l'économie. Alors, pensez-vous que les banques ont un rôle à jouer dans ce processus? Absolument, les banques ont une partition à jouer dans le processus de diversification de notre économie. Et j'irai même plus loin, les banques jouent déjà cette partition, puisque les banques sont réglementairement... Ce n'est pas un discours? Non, parce que nous sommes dans la diversification de l'économie au quotidien. Donc je disais que la réglementation bancaire incite les banques à ne pas concentrer leurs ressources dans un, deux ou trois secteurs, mais vraiment à élargir leur champ d'intervention. Donc les banques sont déjà dans le processus de diversification de l'économie et vont continuer à y rester. Mais la diversification de l'économie, il y a aussi une dimension régalienne, hein. Il y a aussi des initiatives qui doivent être prises par les pouvoirs publics, par exemple sur le terrain de l'amélioration du climat des affaires, etc. Il y a peut-être par exemple en simplifiant ou en clarifiant aussi notre fiscalité. Donc ça aussi, c'est des leviers qui peuvent concourir à l'œuvre
de diversification de notre économie. Donc les banques sont dans ce processus en parfaite synergie avec les... Donc ce n'est pas des discours? Non, absolument pas. Alors en parlant d'assainissement de notre business, tout à l'heure vous aviez évoqué aussi ce paramètre. Alors que vous inspire la position du Congo, qu'occupe le Congo dans le classement du Doing Business? Écoutez, je pense qu'il est bien connu que le Congo, depuis quelques années, n'est pas très bien classé dans ce rating-là, Doing Business, qui est le programme de la Banque mondiale sur la mesure de la facilité à faire les affaires dans les différentes économies du bloc. Donc le Congo n'est pas bien classé, donc c'est un constat. Donc cela appelle effectivement d'implémenter, d'identifier les leviers et ensuite d'implémenter des solutions qui vont faire que le Congo va monter dans ce rating, dans ce classement. Tout à l'heure, j'évoquais la question, par exemple, de notre cadre général d'exercice des affaires, par exemple, sur la question de la fiscalité, parce que notre système fiscal comporte quelquefois des dispositions un peu obscures. On ne sait pas exactement quelle a été la volonté du législateur et ses sources de contrôle, sources de controverses, quelquefois avec nos partenaires de l'administration, et en l'occurrence de l'administration fiscale par exemple. Donc il y a très certainement des transformations structurelles à faire pour que effectivement le Congo puisse améliorer, rehausser un peu le niveau de son cadre général d'exercice ou de pratique des affaires. Alors, un autre vocabulaire, on parle beaucoup d'entrepreneuriat ces derniers temps. Pensez-vous que l'entrepreneuriat soit l'une des clés du développement du pays? Bien entendu, l'entrepreneuriat, c'est une des clés, et pas les moindres. Il faut savoir qu'un pays comme les États-Unis, lorsque vous considérez l'histoire économique des États-Unis, ce sont les entrepreneurs qui ont construit la prospérité économique des États-Unis. Vous avez des grandes figures comme les Rockefeller, les Ford, par exemple, dans le secteur de la construction automobile, etc. Donc, les États-Unis ont été construits par des entrepreneurs. Donc, l'entrepreneuriat, c'est effectivement l'une des clés de notre développement économique, pour peu qu'on encadre, pour peu qu'on accompagne les entrepreneurs, qu'on leur apporte des financements, naturellement, pas seulement les banques, mais également d'autres acteurs, le capital risque, les marchés financiers aussi. Et d'ailleurs, je vais peut-être vous donner une opinion personnelle. Pour revenir un peu à la critique que vous formiez contre les banques ne financent pas suffisamment l'économie. Lorsque l'on considère par exemple les entrepreneurs, les start-up, etc., une start-up, c'est une entreprise qui démarre, c'est une entreprise qui est un peu en recherche de modèle économique. Mais le financement bancaire, qu'est-ce que c'est? Comment cela se traduit-il dans les comptes d'exploitation d'une entreprise? C'est des coûts fixes. C'est-à-dire que quelle que soit la variation positive ou négative de votre activité, vous devez supporter l'amortissement du crédit. Ce qui peut être assez difficile pour une start-up qui se cherche un peu. Et donc, vous voyez que le concours ou l'apport en capital que peut faire une société de capital risque est plus approprié pour une start-up que le financement bancaire classique. Alors, tout le monde ne jure que sur le mot crise. On parle crise ici et là. Quelle est la solution? Je pense que ce serait prétentieux en une formule comme ça d'émettre une solution. Non. Il est vrai que nous sommes en crise, nous étions déjà en crise, puisque avec la chute du baril du pétrole, donc nous étions en crise. Nous nous sommes davantage enlisés dans la crise, du fait de la crise de la Covid-19, donc nous y sommes. Le plus important. La crise de la Covid, c'était la diversification aussi de l'économie. C'est un processus. On ne va pas diversifier l'économie en un simple claquement de doigts. Non, c'est un processus. Et même la sortie de crise est aussi un processus. Donc le plus important, c'est de ne pas rester les bras croisés. Donc c'est d'identifier les leviers, d'identifier les actions qui peuvent être conduites pour que progressivement nous sortions du contexte de crise. Mais encore une fois, c'est un processus. Alors, les managers créent la richesse, dit-on.
Apparemment, ce n'est pas le cas pour les managers congolais. Alors, je pense que c'est quand même une opinion excessive. Non, je pense que dans le monde entier, vous avez des excellents managers, vous avez des bons managers, vous avez des managers moins bons, vous avez des managers médiocres, etc. Donc, on retrouve ces profils dans le monde entier. Est-ce que vous l'avez déjà entendu quelque part que les managers congolais ne créent rien? Non, je l'ai Si je pose la question à Yann Onimba, parce que Yann Onimba est diplômé en business, disons, comment on appelle ça, en Master of Business Administration, MBA. Et il est aussi HEC Strat, donc stratège. Non, je pense que nous avons des bons managers. Hein. Il y a des bons managers au Congo. Il y a des gens qui font un travail remarquable. Il y a des gens qui se singularisent de par leurs actions. Je pense que le plus important, c'est d'identifier ces managers, de les promouvoir, d'en faire des référents, hein, d'en faire des référents pour les autres, pour activer un processus. Est-ce qu'on a des bons managers au Congo? Oui, bien entendu. On a des bons managers. Je ne citerai pas naturellement les noms, mais je pense qu'il y a quand même des noms qui émergent. Voilà, on a des bons managers au Congo. Qui créent la richesse. Oui, absolument. Mais sinon, le chômage... Non, mais écoutez, ça c'est des problématiques de macroéconomie. Hein. Ce n'est pas à un manager de résorber la question du chômage. Donc tout ça, c'est de l'économie. Et l'économie, c'est aussi un processus donc, qui nécessite aussi du temps. Comment voyez-vous l'avenir des banques? Écoutez, la banque de demain serait comment? La banque de demain, pour moi, c'est une banque qui va de plus en plus faire appel au digital. Donc ce serait de plus en plus une banque à distance. Je ne dis pas que l'agence bancaire classique va disparaître, mais il y aura quand même des transformations structurelles dans le secteur. Je pense que ce mouvement stratégique a commencé déjà ailleurs. Vous voyez que par exemple en France, on parle de fusion pour rechercher des synergies ou des coûts, notamment en réduisant le nombre d'agences. Donc ça va se faire aussi dans la douleur, puisque la réduction des agences, c'est aussi des plans sociaux. Donc il y aura ce mouvement-là de digitalisation qui est déjà engagé, qui va se poursuivre. La banque de demain... Donc il y aura aussi beaucoup de chômeurs demain. Non, il y aura toujours des transformations, les métiers vont se transformer. C'est une banque qui fera de plus en plus appel à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous prendrez votre téléphone pour appeler votre conseiller clientèle, il y a des fortes chances dans le futur que vous tombiez sur un robot doté de l'intelligence artificielle qui va répondre à vos questionnements. Donc, moins. Lorsque vous introduirez une demande de financement depuis votre domicile, vous mettrez vos données financières. L'analyse va être faite. Non, les gens vont se transformer. Les emplois qui existent aujourd'hui n'existaient pas hier. Donc l'économie, c'est aussi une évolution, c'est aussi des transformations incrémentales. Oui, il faut se former, il faut savoir muter aussi. Il faut savoir muter. Et vous avez prévu tout cela, d'où votre profil? Non, pas spécialement, mais effectivement, il faut s'adapter, il faut savoir coller à la réalité. Alors, le secteur bancaire à la preuve de la Covid-19, quel enseignement tirez-vous? Écoutez, je pense que le secteur bancaire, comme tous les autres pans de notre économie, a été durement frappé par la crise sanitaire d'abord, ensuite économique et financière de la Covid-19. Lorsque vous avez des clients qui sont en difficulté, vous êtes vous-même en tant que banque en difficulté, puisque la banque vit de l'activité de ses clients. Et je pense qu'on doit tirer notre chapeau à ce secteur. Nous sommes restés aux côtés de nos clients. Nous les avons accompagnés. Je pense que l'ensemble des banques a dû, d'une façon ou d'une autre, procéder à des restructurations de financement pour permettre à nos clients de retrouver un tout petit peu un bol d'oxygène. Même pour les particuliers, il y a eu des moratoires pour les personnes qui ont perdu leurs emplois, qui ont été frappées par des mesures de chômage techniques, etc. Donc les banques ont répondu présent. Nous sommes là aux côtés de nos clients dans ces moments difficiles. Nous serons encore là jusqu'à ce que, effectivement, nous sortions de cette crise. Bon, je pense que l'enseignement le plus fondamental que l'on puisse tirer de cette crise, c'est l'affirmation du principe de rationalité limitée. On ne peut pas tout prévoir.
Voilà, on a beau prendre toutes les précautions du monde, il y a quand même des impondérables et la crise de la Covid-19 est un impondérable. Voilà, nous allons vers la fin de ce programme. Yann Onimba, comment vous vous voyez dans 10 ans? Écoutez, 10 ans, c'est le très long terme. Il est difficile d'ici de conjecturer, faire une projection sur 10 ans. Demain responsable peut-être dans la sphère publique? Écoutez, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, je suis animé par le paradigme du service, donc de servir, que ce soit en sphère privée ou en sphère publique. Je pense que le plus important, c'est de donner, c'est de contribuer, c'est de concourir, je pense, au bien-être général et de façon générale au développement de notre pays. La politique, ça vous dit? Écoutez, encore une fois, pourquoi pas, il ne faut pas non plus insulter l'avenir, parce que la politique, c'est s'intéresser à la cité, à la vie de ses concitoyens, c'est s'intéresser à la marche des choses. Donc, pourquoi pas, je ne m'interdis rien, je ne ferme aucune porte. Yann Ulrich Onimba est-il membre d'un parti politique? Non, pour l'heure, je n'ai pas d'affiliation politique. Vous votez quand même? Oui, bien sûr. De nos jours, nous constatons que beaucoup de jeunes s'engagent en politique. Et même beaucoup n'hésitent pas de déposer leur candidature à la magistrature suprême. Ils sont candidats à l'élection présidentielle. Que vous inspire cela? Écoutez, je pense que les uns et les autres sont libres de leurs ambitions, donc d'exprimer leurs ambitions. Alors moi, je considère quand même que la fonction présidentielle, c'est une fonction grave. C'est une fonction lourde, c'est une fonction solennelle, et donc il y a quand même des prérequis. Mais ces jeunes n'ont pas parfois le profil que vous aviez. Est-ce que vous ne serez pas tenté d'être candidat aussi, pourquoi pas? Non, je ne me sens pas pour l'heure une fibre présidentielle, je ne suis pas, je ne serai probablement pas candidat. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même des fonctions, c'est la fonction la plus importante du pays. Donc il y a quand même des prérequis, on ne s'engage pas comme ça dans une aventure présidentielle. Ces qualifications, formateur, diplômé en Master of Business Administration, vous avez beaucoup, financier, fiscaliste, stratège. Non, la fonction présidentielle, c'est pas seulement la technique. Il y a aussi quand même une dimension fortement humaine de connaissance des ordres, de connaissance de l'environnement international. Il y a aussi le carnet d'adresses. Donc la fonction présidentielle, c'est pas la fonction lambda. Donc c'est quand même quelque chose qui a une certaine sacralité. Bon, écoutez, les gens expriment leurs ambitions, c'est très bien, c'est très bien. Bon, vous savez, ne effleure pas de vous engager en politique et un jour... Pourquoi pas, mais enfin, la fonction présidentielle, elle est lourde. Vous allez pouvoir vieillir, et nos dirigeants étaient jeunes aussi, ils se sont engagés très jeunes. Ça ne vous inspire pas? Oui, autre lieu, autre mœurs. On ne va pas transposer les us du passé dans le monde présent. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que la fonction présidentielle, c'est quand même la fonction des fonctions. Bon, que X ou Y, tel jeune ou tel autre jeune, ce sont un destin présidentiel. Pourquoi pas? Mais vous savez aussi qu'en politique, le sensationnel aussi existe. Donc il peut y avoir aussi des candidatures de simple principe ou pour dire quelque chose, pour faire passer un message. Pourquoi pas, mais pour faire passer aussi un message. On peut se porter candidat pour faire passer un message. Alors, en ce qui me concerne, je suis encore très loin de cette trajectoire-là. Voilà, Yann Ulrich Onimba, nous sommes presque arrivés à la fin de notre entretien. Alors, en dehors de votre métier de la banque, quelles sont vos ambitions personnelles? Écoutez, les ambitions, je pense que mon ambition, et je pense que cette opinion va être partagée un peu par tous, c'est de servir. Voilà, servir bien, servir efficacement, avec pertinence, si vous voulez. Mais je pense que tout professionnel est d'abord pénétré par le paradigme du service. Donc il faut servir et continuer de le faire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Écoutez, souhaitez-moi le meilleur. En tout cas, je vous le souhaite à vous-même, à nos manières, ainsi qu'à votre charmante équipe. Merci.
Yann Onimba, ça a été un plaisir de vous avoir dans ce programme. Merci de nous avoir partagé votre expertise. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que ce programme, pour votre plaisir et votre bonheur, avait reçu l'homme qu'on appelle Yann Ulrich Onimba, qui est financier, stratège, manager. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci à tout le monde et on se retrouve à la prochaine occasion. Salut.